Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 46 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Astrid Bastide. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors Astrid, vous êtes titulaire d'un master en histoire de l'Inde moderne à l'EHESS ainsi que d'un diplôme en persan de l'INALCO. Donc vos recherches portent sur la production et les échanges culturels indo-persans en Inde moghole ainsi que sur le rôle des femmes durant cette période avec un mémoire notamment dédié au port du Surat au XVIIe siècle. Donc, vous êtes actuellement étudiante en ourdou et vous souhaitez poursuivre vos recherches en bibliothèque, et plus précisément sur les collections et fonds patrimoniaux de l'Inde indo-persane. Et donc, voilà, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer à nouveau une série sur l'Inde. Alors, dites-moi, Astrid, quelle série souhaiteriez-vous présenter à notre micro ? Alors, il s'agit de la série Jodha Akbar, qui est une série réalisée par Ekta Kapoor, qui a été diffusée entre 2013 et 2015 sur Zee TV en Inde. C'est une série qui est quand même assez longue, il faut prévenir dès le départ. Elle a 566 épisodes, donc ça va faire un petit peu peur, mais ça vaut le coup. Et c'est une série en fait qui se construit autour de la relation de Akbar, qui est le surnom de l'empereur moghol au pouvoir à ce moment-là, et d'une de ses femmes, Jodha. Du coup, ce qui se situe durant la fin du XVIe siècle, sachant que ce souverain Akbar a régné de 1556 à 1605 et qu'il s'est marié à cette femme en 1562. Donc, on est, Astrid, là, à cette époque-là, au XVIe siècle, dans une Inde où il y a une présence importante donc, de ce qu'on appelle l'Empire moghol. Est-ce que vous pourriez, puisque c'est votre aussi spécialité, en quelques minutes, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette Inde moderne, est-ce que vous pourriez faire les grands traits de présentation de cet Empire moghol, qui a laissé notamment de très belles traces architecturales ? Oui, tout à fait. Donc c'est un empire qui a été fondé en 1526 par l'empereur Babur, qui a eu plusieurs enchaînements. Ils ont dû fuir pendant un temps le territoire indien, sont revenus, et c'est véritablement Akbar, qui est plutôt connu sous le nom de... Enfin, son véritable nom, c'est Jalaluddin Muhammad, qui a renforcé la présence moghole sur le territoire indien à travers son règne qui a été quand même très long, quasiment 50 ans. C'est sous son règne en fait qu'il y a toute une prise de pouvoir sur l'Inde, la défaite de nombreux royaumes comme les royaumes Rajputs qui règnent à ce moment-là également dans le nord de l'Inde, mais aussi des puissances voisines. Il y a toute une politique de mariage qui se met en place également afin de conclure des alliances entre l'Empire moghol et ses autres royaumes afin de maintenir une certaine paix, mais aussi d'étendre le pouvoir moghol sur l'ensemble de l'Inde. Et ce sont ces éléments-là qui sont notamment présentés dans la série, donc aussi bien l'histoire moghole que l'histoire rajput, qui tient une place importante aussi dedans. C'est un moment où il y a on trouve une grande collaboration entre notamment les élites hindoues et musulmanes d'un point de vue culturel, on pourra revenir dessus un petit peu plus tard. C'est aussi une période qui est peut-être plus connue de la part de nos éditeurs en ce qui concerne la présence, ça à partir du XVIIe siècle, de compagnies de commerce européennes qui s'installent en Inde à cette période-là et qui augmentent largement les échanges entre l'Europe occidentale et cette partie de l'Inde, ainsi qu'avec l'Empire safavide qui règne à ce moment-là aussi. Ces éléments-là de l'histoire, notamment, qui sont présentés dans la série, du coup, ces éléments de conquête, aussi bien politique qu'économique, la dimension religieuse également très importante, puisqu'il faut noter que l'Empire moghol est un empire où le pouvoir est musulman, le roi ainsi que la plupart de ses conseillers le sont, ce qui pose aussi un certain nombre d'interrogations, notamment à l'heure actuelle, sur la mémoire qui est entretenue par rapport à cet empire-là. Sachant que dès le départ, la série annonce elle-même qu'il ne s'agit pas du tout d'une série historique, mais elle est essentiellement fictionnelle. En fait,
je dirais plutôt qu'elle est très fictionnelle en ce qui concerne la partie romance de l'histoire. Voilà, il y a beaucoup d'intrigues amoureuses entre l'empereur, ses femmes, etc. Cependant, la partie historique tient une partie tout à fait importante, plutôt en toile de fond. Et ce sont des éléments qui surgissent à chaque instant de la série pour expliquer aussi bien des conflits au sein de la famille royale que à l'échelle de l'Empire, etc. Donc, vous l'avez évoqué, Astrid, hein, c'est une série fleuve, plus de 560 épisodes, 566 exactement, vous l'avez dit, diffusée uniquement sur 2 années donc, à la télé indienne. Donc, on est véritablement sur une longue série où effectivement l'idée, alors est-ce qu'on est aussi un petit peu dans le cas de ce qui peut se faire à Bollywood au cinéma, cette idée de longue romance avec, vous l'avez dit, en toile de fond, le contexte historique. Alors ça c'est quand même assez intéressant, mais est-ce que vous pourriez dans les grandes lignes, tout du moins, nous présenter quelles sont les grandes intrigues de cette série? Oui, tout à fait. Alors, bon, l'intrigue principale qui conduit un petit peu toute la série, c'est cette romance entre Jodha et Akbar qui se construit au fur et à mesure. Voilà, ça c'est vraiment l'épisode principal. Ce que je trouverais le plus intéressant, au contraire, à travers tout ça, c'est plutôt la vision des conflits internes à l'Empire, les différentes batailles et révoltes qui se mettent en place au fur et à mesure. Il y a par exemple eu à plusieurs reprises des révoltes de la part du beau-frère du souverain Jalaluddin. Donc son beau-frère, c'est Mirza Muhammad Hakim, qui a cherché à s'opposer à lui et à lui prendre le pouvoir. On voit également l'opposition d'autres rois et la conquête de différents territoires, comme dans le cas de l'actuel Afghanistan, avec la chute de l'empereur Baz Bahadur à ce moment-là. Et donc, l'agrandissement du territoire qui avait déjà appartenu à l'Empire moghol auparavant, qui le reconquiert. Mais c'est aussi en fait la période de conquête de l'ensemble de l'Inde du Nord à ce moment-là. Donc, pour ce qui pourrait peut-être le plus parler, c'est le moment de la conquête du Cachemire, du Sindh. Il y a des villes comme Kandahar qui sont conquises également. Mais surtout, c'est un moment de nombreuses avancées politiques qu'on peut voir au fur et à mesure. D'abord parce que Jalaluddin Mohammad est reconnu en tant que suzerain, empereur moghol par de plus en plus de royaumes et par ses sujets, malgré l'opposition de certains. Un petit peu plus tard, on voit par exemple dans la série l'opposition de son fils aîné, qui deviendra le futur empereur, qui à 2 reprises s'est rebellé contre lui. Il aurait même l'empereur le soupçonne même d'avoir tenté de l'empoisonner à un moment. Et ce sont tous ces éléments qui dessinent l'ensemble d'un règne sur quasiment 50 ans, avec des questions politiques ou sociales qui reviennent à tout moment. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous évoquez avec nous, Astrid, c'est que on le voit que dans cette série, on a vraiment l'impression que chaque événement qui apparaît est lié à une question, qu'elle soit politique ou sociale, voire militaire. Hein. Vous avez parlé des conquêtes d'une certaine partie de l'Inde. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ces aspects-là en essayant de nous montrer peut-être par ce biais-là comment la série aborde une évolution à la fois historique, sociale, voire politique du pays? Oui, bien sûr. On trouve par exemple, il y a un élément qui est abordé à plusieurs reprises dans la moitié de la série à peu près, qui concerne un impôt payé par les pèlerins dans l'Empire mongol. Donc là, il y a un petit peu une erreur de présentation qui est faite par la série. En fait, il s'agit de l'empire de la Jizya, qui est donc un impôt musulman, qui est imposé aux sujets dans un empire musulman qui, eux, sont plutôt d'une autre religion. En l'occurrence, il s'agit principalement des hindous, pour notre contexte. Il se trouve qu'en 1564, l'empereur Jalaluddin décide de supprimer cet impôt-là, créant ainsi une forme d'égalité de traitement entre tous ces sujets, qu'ils soient musulmans ou hindous, montrant ainsi qu'il ne fait pas de différence du point de vue religieux en tout cas. Donc ça, c'est quand même un élément qui a été très important. C'est pas anodin que de voir un empereur qui est lui-même très attaché à sa religion, soutenu par des conseillers, etc., qui mettent cette décision-là en place. Et c'est quelque chose qui lui a valu une grande popularité auprès de ses sujets, puisqu'il a permis ainsi une plus grande liberté, une véritable égalité de traitement. D'un point de vue social, il y a également d'autres éléments qui ont été qui sont vraiment intéressants à voir.
plusieurs épisodes sont consacrés, par exemple, à la question du mariage, notamment du mariage précoce. Voilà, il y a une certaine tradition où les enfants peuvent être mariés très jeunes, ou du moins promis à un mariage lorsqu'ils sont enfants, et une fois qu'ils ont atteint un certain âge, ils sont autorisés à être mariés. Akbar, lui, décide d'interdire le mariage des filles avant 14 ans et avant 16 ans pour les hommes. Donc, c'est comme ça, par exemple, si je reprends dans le cadre de la série, ce sujet est abordé à travers un moment où un conseiller de l'empereur souhaite épouser une domestique. Voilà, en réalité, il va avoir des relations sexuelles avec, etc. Il choisit l'option du mariage pour que ce soit accepté par la cour. Cependant, ce n'est qu'une enfant. Et donc, de nombreux épisodes se construisent autour de la question de savoir si cet homme, qui est d'âge mûr, il a à peu près une trentaine d'années à ce moment-là, a le droit ou non de se marier avec cet enfant, sachant qu'elle est aussi jeune, que normalement l'islam l'interdit. Et donc c'est comme ça qu'ils abordent en fait la question petit à petit des mesures sociales qui sont prises par l'empereur. Mais il y a aussi d'autres questions qui pourraient être importantes si je regarde du point de vue social et plus particulièrement culturel. Le mécénat d'Akbar a été très important durant cette période. Il a, par exemple, lancé la construction d'une nouvelle capitale en 1571 qui se situe à Fatehpur Sikri. Bon, elle a été utilisée que durant une quinzaine d'années avant d'être abandonnée. Mais le point peut-être le plus important là-dedans est qu'elle a été située à proximité de là où vivait un saint que Jalaluddin vénérait énormément, pour lequel il avait un grand respect, qui s'appelle Salim Chisti. Il a véritablement choisi l'emplacement de sa capitale par rapport à cette présence-là. Mais aussi dans une dynamique de concordance, qui est un petit peu dans la même dynamique. Enfin, on pourrait rejoindre aussi à cette dynamique dans le fait où la jizya a été supprimée, la mise à égalité de traitement entre chacun. Le souverain a en fait commandé de nombreuses traductions de textes sanscrits vers le persan, qui est à ce moment-là la langue de cour et la langue officielle de l'Empire moghol. On a par exemple des traductions du Mahabharata, qui est une épopée mythologique hindoue, qui du coup ont été traduits sous l'ordre d'Akbar en persan, ce qui a permis une certaine circulation et des échanges interculturels et intellectuels entre des savants hindous et musulmans durant cette période-là. Alors, ce qui est aussi intéressant, Astrid, à travers cette série, c'est qu'elle permet d'évoquer le rôle des femmes et la place des femmes dans la société hindoue musulmane de ce XVIe siècle. Et ça, c'est assez intéressant, surtout nous, dans le podcast Histoire en série, où on est partenaire avec l'association Mimosine qui travaille sur une histoire mixte. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, donc, selon votre regard de chercheuse sur le rôle des femmes tel qu'il est montré à travers la série sur cette époque-là? Alors, la série en elle-même présente des femmes essentiellement confinées dans le harem, l'endroit où elles vivent, qu'on appelle aussi le zenana pour la période moghole. Mais elle permet de mettre en avant un certain nombre d'actions qui les occupent tout au long de leur existence dans ce harem, qui nous permettent de sortir à la fois la dimension romantique qui est présentée par la série, mais aussi la vision du harem très orientaliste qu'on peut souvent avoir en Occident sur un espace réservé aux femmes, un espace dédié au plaisir des hommes, etc. De nombreuses études depuis plusieurs années, de nombreuses années même, ont contribué à changer cette vision des choses, à l'étudier. Il me semble qu'il y a d'ailleurs déjà eu un podcast qui en parlait aussi à propos de l'Empire ottoman. Ici, ce qu'on peut voir, par exemple, sont les rôles publics qui sont donnés à ces femmes-là. Donc, l'exemple principal est du coup de Joda, celle qui est au cœur de l'aspect romantique de la série. Elle est consultée sur certaines affaires, mais surtout, du point de vue politique, son importance augmente avec le moment où elle donne naissance au futur héritier de l'Empire, qui est le prince Salim, qui s'appellera Jahangir pour son nom de règne. Une reine sous lequel elle aura d'ailleurs encore plus d'importance peut-être qu'en tant que femme de l'empereur. En tant que mère de l'héritier, elle a par exemple le privilège de pouvoir émettre ce qu'on appelle des firman, qui sont des actes impériaux, qui est normalement un privilège réservé à l'empereur. Très très peu de femmes ont eu accès à ce type de droit. Elle en a fait partie, ce qui montre son pouvoir de décision et l'importance qu'elle a d'un point de vue politique. Mais ce n'est pas la seule femme à être dans ce cas-là.
On a par exemple la première femme de l'empereur Akbar, Ruqayya, qui a elle aussi un pouvoir très important au point de vue politique et public en tant que représentante. C'est la première femme de l'empereur. C'est une place très importante auprès de lui. Une autre femme, par exemple, qui est tout à fait centrale dans cette histoire, c'est Mahamanga, qui a été la nourrice de Akbar et qui a, au fur et à mesure, gagné une place politique absolument essentielle en le conseillant quotidiennement sur de nombreuses affaires, en se plaçant petit à petit, on la voit dans la série, elle est désignée à un moment comme premier vizir de l'Empire, ce qui est loin d'être anodin pour une femme à ce moment-là. Elle décide, elle dirige aussi bien une partie des décisions prises au niveau de l'Empire qu'un rôle peut-être plus local au sein de la ville, etc. De la même façon, la mère de l'empereur, Amina Banu Begum, pendant un temps, a été désignée, comme régente de l'Empire durant un moment où Akbar était en expédition militaire, etc. Et c'est elle qui a été nommée responsable de la direction de l'Empire durant son absence. Donc on voit par ces biais-là que ces femmes ne sont pas du tout cantonnées à un rôle tout à fait limité de façade, de représentation, etc. Mais elles ont bien un rôle actif, complètement actif dans la politique à ce moment-là. Sont aussi des femmes qui sont des mécènes, elles aussi. Certaines ont fait la construction de temples, de mosquées. Mahamanga, que j'évoquais tout à l'heure, a fait construire une école, par exemple. Ça, ce sont des éléments qui sont très très peu présents dans la série, cette dimension de mécénat, de soutien, de construction, mais qui en réalité montrent leur importance, aussi bien du coup dans ce point de vue-là auprès du peuple, puisqu'elles font construire des écoles ou des temples qui sont destinés à l'utilisation de tout un chacun, mais aussi en termes de légitimité et de possibilité d'action qu'elles ont du point de vue culturel, pour rester dans cette idée-là. Elles ont aussi, de nombreuses femmes durant cette période ont été compositrices, autrices. Le nom qui reviendrait le plus pour le règne d'Akbar, c'est Gulbadan Begum, qui est donc la tante d'Akbar. Et celui-ci l'a missionnée pour écrire la vie de son père, donc Humayun, ce récit qui est connu sous le nom de Humayun Nama, et qui retrace en fait toute la vie de Humayun, ses conquêtes, etc. Voilà, c'est sa tante qui l'a écrit. Et c'est d'ailleurs la seule pour cette période-là à avoir être même l'autrice d'un récit aussi important et qui éclaire à de nombreux aspects le règne de cet empereur et ensuite la politique qui a suivi pour ce qui concerne Akbar. Effectivement, Astrid, vous avez évoqué cette notion de harem que nous avions déjà abordée dans l'épisode 10 avec Justine Cudorge dans les séries sur l'Empire ottoman, mais aussi les séries sur la Chine. Et donc là, effectivement, on a encore un autre aspect sur le harem qui est l'Inde moghole, et ça c'est relativement intéressant, d'autant plus que ce qu'on voit aussi, que j'ai trouvé très intéressant à décortiquer cette série, c'est qu'on est au XVIe siècle, dans la période où les Européens, notamment les Portugais, mais pas que, cherchent à aller vers l'Asie et en particulier l'Inde pour nouer des relations commerciales, pour aller chercher des épices notamment. Et ça, on peut le voir à travers la série, comme on peut voir d'ailleurs, vous l'avez dit, et j'aimerais peut-être que vous insistiez un peu aussi sur l'idée qu'il y a un certain développement très important culturel de l'Inde moghole à cette époque-là. Oui, on a de grands auteurs ou compositeurs qui ont une importance énorme dans la vie culturelle à ce moment-là. Tansen est sans doute le musicien le plus connu pour cette période. Il est un petit peu considéré comme un père de la musique indienne sous des formes qui sont toujours utilisées à l'heure actuelle, toujours jouées et qui ont, dans la musique classique, la musique qu'on pourrait qualifier d'hindoustanie pour cette période-là. Il est l'un des personnages qui arrive à la cour, qui joue, qui se rapproche d'ailleurs du souverain. Akbar a été un soutien très important pour ce musicien-là. De nombreuses commandes lui ont été faites. Et on a également le cas, par exemple, à plusieurs reprises, il y a un poète qui est évoqué dans la série, qui s'appelle Tulsidas, qui est un poète hindou. Alors, il n'est pas du tout évoqué dans le contexte de la cour moghole, uniquement dans un contexte rajpout et hindou.
Mais il fait partie de ces auteurs qui ont une grande production culturelle et là où c'est peut-être le plus intéressant, qui composent en langue indienne. Ce qui est assez rare au lieu de... Voilà, c'est le moment où se développe une production culturelle, non pas uniquement en persan ou alors en sanskrit, qui est une langue, la langue classique de l'Inde, mais véritablement dans d'autres langues plus locales, comme le gujarati ou voilà, les langues des différents royaumes qui sont là à ce moment-là, et qui permettent de nourrir en fait cette période aussi bien des éléments persans, que j'ai déjà évoqué un petit peu plus tôt. On a également une période où de nombreux auteurs et artistes viennent de l'Empire safavide, ce qui correspond pour situer un petit peu à l'Iran actuel. Donc, qui viennent et qui s'installent également à la cour moghole, donc qui encouragent cette production culturelle en persan et qui sont mêlés et qui rencontrent ces artistes qui, eux, au contraire, écrivent et produisent dans des langues indiennes et mettent en avant cette production-là et une forme d'identité aussi, qui est un point important dans la série, une forme d'identité indienne à travers ces questions linguistiques notamment, qui sont très importantes. Il y a également la mémoire de guerrier Rajput qui est entretenue dans la série. Ils sont cités comme des modèles, etc., qui sont des noms qui sont peut-être plutôt perdus à l'heure actuelle dans l'Inde contemporaine, en ce qui concerne en tout cas certains de ces guerriers-là, mais qui, là encore, participent à la construction d'une certaine identité de la part de certains héritiers Rajput et d'une partie de la population. Donc Astrid, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce que vous venez d'évoquer par rapport à tout ça, c'est la notion d'héritage, de mémoire. Donc on est ici dans une fiction, mais une fiction qui se veut avec un fond historique. Alors comment est-ce que la mémoire de cette Inde mongole, avec une domination musulmane, est évoquée aujourd'hui dans ce pays-là où on sait qu'il y a depuis l'indépendance et encore de nombreuses tensions entre les communautés hindoues et musulmanes. Tout à fait, c'est un des éléments qui, personnellement, m'avait le plus sauté aux yeux dès le départ de la série. C'est que, par exemple, il y a une représentation extrêmement violente du souverain Akbar à ce moment-là. Et c'est en ça que la question de mémoire, de transmission de l'histoire moghole et musulmane est tout à fait intéressante. C'est-à-dire que Akbar met à travers lui la période moghole, voire même les musulmans, si on étend ça d'autant plus dans cette perspective-là, sont représentés d'une façon extrêmement violente. Ils sont vus comme des barbares, incapables d'avoir la moindre once d'humanité, de respect. Le vocabulaire lui-même qui est employé à leur rencontre est extrêmement dur. Et dès le départ, voilà, c'est une vision barbare de cet empire-là qui est présentée, alors qu'on sait par exemple à l'inverse que c'était un moment d'éclosion des arts, du point de vue intellectuel, réflexion, etc. Et ils n'ont pas eu le moindre action violente, particulièrement plus violente qu'un autre empire à ce moment-là. Voilà, c'est juste à ce moment-là une volonté de représenter ça. Alors on pourrait dire que ça a été pour soutenir le discours romantique de la série durant lequel petit à petit il s'adoucit pour conquérir la femme qu'il aime, etc. Mais à mon sens, c'est pas du tout anodin quand on sait que, notamment à l'heure actuelle et au moment même où la série est diffusée, on est dans une période de montée en tension intercommunautaire, entre notamment des musulmans et des hindous. Le pouvoir qui est en place en Inde et depuis 2014 est celui de Narendra Modi, qui appartient au BJP, qui est un parti ultranationaliste hindou et qui tient justement un discours extrêmement virulent à l'égard de cette période-là, de l'Empire moghol, et qui refuse de considérer en fait qu'ils appartiennent à l'histoire de l'Inde. Pour eux, ce sont des étrangers, des envahisseurs, et ils ne font pas partie de cette histoire et de cette identité indienne. À l'inverse, par exemple, Jodha, elle, quand Akbar est présenté comme cet homme terriblement brutal et violent, elle, c'est une femme douce, intelligente, qui est à l'écoute de chacun et d'une immense générosité. Mais par là, on peut voir aussi une forme d'expression de l'Inde à conquérir, que Akbar va devoir conquérir au fur et à mesure, ici par le biais de son amour dans le cadre de la série, mais où au final, une Inde qu'il conquiert petit à petit, d'un point de vue géographique, politique, etc. Et c'est là aussi, quand j'évoquais tout à l'heure le cas des artistes de Tulsidas ou Tansen, ces éléments sont
pas du tout anodin, puisque cette utilisation des langues indiennes ou de cette appartenance à l'héritage culturel indien sont les seuls à être véritablement présents dans la série. On n'en voit pas d'autres à être mis tellement en avant, etc. Ils sont essentiels et ils participent à cette construction de l'identité et de la mémoire indienne. Si je mets par exemple un point de comparaison, Salim Chisti, le saint que j'évoquais tout à l'heure à propos d'une capitale qui a été construite, qui a pourtant eu une influence énorme du point de vue religieux et spirituel sur l'empereur Akbar, c'est un personnage qui est très peu présent dans la série. Il est évoqué à quelques moments, mais malgré cette influence si importante, il est quasiment, il est majoritairement absent. Et c'est pareil, on le voit par exemple, cette question de une sorte de mise en concurrence véritablement entre cette histoire musulmane et cette histoire hindoue. La série est construite de telle façon que on peut voir que lorsque l'empereur Akbar, pour différentes raisons, réalise des rites hindous ou prie une divinité hindoue, ses prières sont exaucées très peu de temps après. Alors que lorsqu'on le voit prier selon les rites musulmans, lorsqu'il fait ses prières quotidiennes, etc., il n'y a pas du tout cette dimension de miracle qui est appliquée. Donc là encore, ça met en opposition et surtout ça place dans une idée de domination la religion hindoue vis-à-vis des musulmans dans ce contexte-là, ce qui est très très loin d'être anodin, encore une fois, puisque, pour citer un exemple, on parlait tout à l'heure des bâtiments qui ont été construits sous la période moghole. Le plus connu, je pense, universellement, c'est le Taj Mahal. Ce bâtiment a été, il y a quelques années, retiré des guides officiels de l'Uttar Pradesh par le gouvernement, par le gouverneur de cet État-là, considérant que, appartenant à un pouvoir étranger, etc., il ne fait pas partie de l'héritage indien. De la même façon, et dans une politique à l'heure actuelle de changement de nom sur un certain nombre de villes qui ont des noms qui ont été attribués durant la période moghole. Le plus connu qui a été changé il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, c'est la ville d'Allahabad, qui a été renommée pour lui donner un nom véritablement hindou. D'autres cas ont été le nom de certains conquérants indiens et hindous qui ont été donnés à la place d'un nom issu de l'Empire moghol. C'est quelque chose qui a été fait aussi, cette politique de changement de nom par rapport à des noms imposés par le gouvernement colonisateur indien, mais qui du coup se fait également, place en fait sur une forme d'égalité l'héritage moghol considéré comme étranger, ainsi que le gouvernement colonisateur indien, puisque cette politique de nom est traitée exactement de la même façon d'un côté ou de l'autre des politiques. Et du coup, par là, en fait, on voit toute une utilisation de cette question de mémoire qui est mise au centre à travers la série et qui place qui atténue en fait l'importance peut-être de l'Empire moghol, qui critique énormément, qui cherche à mettre en avant au contraire d'autres aspects, et notamment la grandeur des Rajputs ici. Et du coup, voilà, c'est loin d'être anodin, comme je le disais. Le BJP est arrivé, enfin, Narendra Modi a pris le pouvoir en 2014 en Inde, au moment des élections. Cette série est diffusée typiquement à ce moment-là, entre 2013 et 2015, et qui est un moment encore une fois, de montée en puissance depuis déjà une dizaine d'années d'une certaine idéologie extrémiste hindoue, et qui s'est encore manifestée il y a peu avec, par exemple, il y a eu des pogroms en décembre et janvier 2019-2020 en Inde à l'encontre des musulmans, justement, et qui montre à quel point cette question identitaire entre hindous et musulmans est extrêmement tendue à l'heure actuelle en Inde et est surtout utilisée d'un point de vue politique par le gouvernement, mais donc ici aussi par des institutions culturelles qui pourraient pourtant sembler beaucoup plus anodines. Oui, effectivement, Astrid, on voit bien à travers cette série, comme d'ailleurs d'autres séries, surtout historiques, que il y a une véritable idée de travail sur le passé, mais de réinterprétation du passé à l'aune de ce qu'on peut voir du présent. Et ça, c'est vrai que là, étudier une série, et c'est aussi un début du podcast Histoire en série, c'est montrer aussi cela au public. Il y a un certain regard apporté sur une période, et justement en décortiquant ce regard comme
vous venez de le faire, ça permet de voir aussi, d'appréhender la société actuelle. Alors, vous avez dit c'est une série effectivement qui crée des polémiques, notamment par rapport à sa vision de cet Inde moghol et des Rajputs, mais c'est aussi une série qui a créé des polémiques, on va dire, de par son écriture, du scénario notamment, peut-être, autour du personnage principal féminin que vous avez ici abordé, de Joda par exemple. Puis il y a eu par exemple au moment de la diffusion de la série et un petit peu avant des manifestations de la part de certains groupes Rajputs dans la ville de Jaipur qui sont pris, ils sont attaqués au bureau de Zee TV, donc la chaîne de diffusion, mais aussi ils ont cherché à interrompre une conférence donnée par la réalisatrice parce qu'ils remettent en cause et ils refusent la représentation qui aurait été faite de Joda selon le modèle qui est intégré dans la série. Pour préciser un petit peu plus, Joda était pendant longtemps une figure un petit peu controversée. Il y a eu plusieurs hypothèses sur qui elle était en réalité. Certains ont évoqué le fait qu'elle pourrait être, à vrai dire, plutôt une femme du deuxième empereur moghol, qu'elle aurait été la femme de Jahangir. Son nom lui-même est méconnu en réalité, puisque là, elle est surnommée Joda, qui est en référence à la ville d'où elle vient, mais elle est plutôt connue dans les textes sous le nom de Mariam Uzamani, qui est un titre qui lui a été donné à partir du moment où elle a donné naissance à l'empereur Jahangir, mais on ignore son naissance, par exemple. Certains ont pendant longtemps considéré que c'était au final une forme de légende, plutôt, et cette question de la mise en place et de fait de donner une place aussi centrale à cette femme est notamment intéressante parce que, par exemple, le nom de Joda a été cité pour la première fois par un auteur anglais au XIXe siècle. Et c'est à partir de là qu'on s'est mis à utiliser ce terme et cette façon de la nommer Joda ou Jodabai, mais qui ne correspond en réalité pas du tout à son identité et à qui elle était. Et donc, l'utilisation de cette figure interrogeait de la part de ces manifestants d'abord la réalité historique de cette femme, l'idée qu'on ait marié une femme rajput, une femme hindoue, à un empereur moghol, un empereur musulman, c'est quelque chose qui était mal vu, alors que pourtant, si c'est quelque chose qui a été mal perçu à l'époque, par exemple, ça n'a pas été la seule femme hindoue à être épousée par l'empereur dans une politique, encore une fois, de conciliation, d'alliance également avec d'autres familles royales, etc. Il a eu plusieurs femmes hindoues. Ces femmes étaient d'ailleurs libres de pratiquer leur religion. Elles avaient un temple à leur disposition. Elles n'ont pas du tout été brimées de ce point de vue-là. Mais voilà, ces émeutes ont eu lieu. On s'en est pris à la réalisatrice. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un film qui s'appelle lui aussi Joda Akbar qui est sorti en 2008, avait déjà donné lieu à ce même type de controverse, d'interrogation et de manifestation en Inde sur cette figure qui est controversée dans des soucis d'identité, sur une vision que certains considèrent comme biaisée de l'histoire rajpoute, considérant qu'elle n'est pas mise en valeur, qu'elle est détournée au profit d'une histoire moghole et que donc en faisant ça, on valorise l'histoire de conquérants étrangers au lieu de mettre en avant l'histoire de l'Inde et de ses habitants, son histoire locale, on va dire. Et ce sont des interrogations qui reviennent au final qui reviennent à plusieurs reprises en Inde depuis une vingtaine d'années. Il y avait déjà eu ce type de polémique à la fin des années 90 pour un autre film, mais plus récemment, ça a été le film Padmavat, qui a là encore été au cœur de très très nombreuses controverses. Il y a eu des appels très violents qui ont été lancés pour s'en prendre à l'actrice principale du film, au réalisateur. C'était même je crois que c'était un gouverneur, si je ne dis pas de bêtises, qui avait appelé quand même au refus de diffusion. Le film a dû couper certaines scènes, il a modifié son nom notamment, et cela parce que la relation qui était mise en avant entre deux personnages hindous et musulmans était considérée comme inacceptable, allant à l'encontre de l'identité nationale hindoue et qui aurait été au final trop bénéfique en quelque sorte pour l'identité musulmane.
Et donc là encore, on retrouve toute cette politique de construction de la mémoire autour d'une Inde uniquement hindoue, uniquement voilà, Rajput, Gujarati, enfin, issus de différents territoires de l'Inde, mais qui en aucun cas ne pourrait tirer son héritage et son identité des dynasties musulmanes qui ont régné, parce que là, on parle essentiellement de l'Empire moghol, mais il faut savoir que le Sultanat de Delhi, par exemple, qui était gouvernement en place auparavant, avant l'Empire moghol, était là encore un pouvoir musulman qui est resté au pouvoir pendant très longtemps, qui a mis en place de nombreuses conquêtes, une politique aussi de conciliation avec les différents royaumes qui avaient lieu à ce moment-là. Mais il y a une véritable crispation autour de cette période moghole, qui en plus paradoxalement sans doute peut-être la période la plus connue à l'étranger, voilà, notamment avec le Taj Mahal qu'on connaît, etc. Et il y a un refus très, très intense de la part de la population, donc, parce que là, c'était un groupe politique qui voilà, s'est opposé à la série, mais aussi de la part du gouvernement qui s'implique dans ces questions de diffusion et d'héritage mémoriel par rapport aux différentes dynasties en fait, qui ont régné en Inde. Astrid, merci pour cette analyse de la série donc Jodha Akbar qui nous a permis à la fois de nous plonger dans cette Inde de l'époque moderne, du XVIe siècle, de l'époque moghole, de recontextualiser effectivement cette période, vous l'avez dit, hein, qui est peut-être l'une des plus connues à l'étranger, du moins en Europe, en Inde, notamment avec le Taj Mahal. Et aussi, ce qui est très intéressant, et ça c'est vraiment l'un des buts du podcast Histoire en série, c'est de comprendre comment à travers la fiction, on peut étudier des enjeux mémoriels. Et vous avez bien montré qu'aujourd'hui, il y a une certaine crispation de la société indienne autour de ces questions-là de mémoire, et notamment de mémoire de cette civilisation musulmane moghole qui est rejetée par une partie des nationalistes indiens. Et ça, c'est très intéressant de voir, et vous avez bien recontextualisé là-dessus. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous nous avez donné, comme tous les intervenants, une bibliographie indicative que l'on retrouve avec le résumé de l'émission et votre présentation sur notre site histoireensérie.com, que je vous invite à aller tous et toutes visiter pour avoir les résumés des anciennes émissions, mais aussi pour voir les émissions qui sont à venir. Et vous avez, dans tous les cas, comme toujours, un résumé des interventions de chaque émission sur notre site partenaire nonfiction.fr. Astrid Bastide, merci. Et puis j'espère à bientôt, peut-être pour une autre série sur le monde indo-persan. Merci. Merci à vous. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.